je vais appeler maintenant, comme il se doit, celle qui a vécu ses tout premiers émerveillements cinématographiques devant Bénure, puis qui a attrapé le vrai virus cinéphile en faisant des études littéraires à Dijon, puis à la Sorbonne, celle qui a participé à différents ciné-clubs chalonnais, qui a été secrétaire puis présidente de la Bobine, celle qui depuis s'investit, c'est vrai, franchement, sans compter, pour la bonne marche de l'association, celle qui garantit la grande évasion du lundi et la fièvre du jeudi soir, celle qui, du haut de ses talons, accoste les réalisateurs dans les festivals, et elle appelle sans arrêt les distributeurs, c'est vrai, mais exceptionnellement, elle a posé le téléphone, et je vous demande d'accueillir comme il s'en doit notre présidente Chantal Thévois. Alors là, on a répété. Chantal, vous êtes la présidente de la Bobine. Mais alors, comment se fait-il que cette association se soit créée en 88? J'espère ne pas vous gêner avec cette question. Merci Jean-Luc. Voilà. Bonsoir à tous déjà. Et merci, en effet, c'est vrai. Pourquoi cette nouvelle aventure cinématographique en 1988 à Chalon-sur-Saône? Après la période des ciné-clubs qu'a connue Chalon dans les années 70-80, la ville de l'image se devait de trouver une autre formule pour proposer des films art et essai en version originale, bien entendu. C'est dans ce contexte qu'est née l'association La Bobine il y a 30 ans, fruit de la rencontre d'un directeur de salle, imaginatif et ouvert, et d'un cinéphile passionné, Michel Vernou. Et miracle du 30e anniversaire, eh bien les deux sont là aujourd'hui avec nous. Je voudrais qu'on les applaudisse. Voilà, Richard, debout, Michel, debout. Voilà. C'est vrai que leur rencontre, je n'avais rien vu venir. Bon. Et voilà, et donc, une fois les statuts rédigés chez Paulette d'ailleurs, les projections ont été organisées, mais de façon assez aléatoire, 2-3 fois par semaine, selon 3 fois par mois, je veux dire, selon les disponibilités des salles. Et puis, petit à petit, ça s'est structuré jusqu'à faire les jeudis, et inviter des réalisateurs. Et de 80, en partant de 80 adhérents au début, ce qui était déjà bien pour le tout début et qui a rassuré Richard Vallot, s'est dit peut-être le pari est gagné. Nous en sommes aujourd'hui à 940 adhérents. Et de 20 longs métrages la première année, nous en sommes aussi à 75 maintenant. Voilà, alors oui, nous organisons, vous le savez, des rencontres, donc des projections toutes les semaines, les lundis, etc. Des rencontres avec des professionnels du cinéma, réalisateurs, acteurs, qui sont d'ailleurs de plus en plus suivis, mais aussi des petits festivals, des soirées spéciales, des soirées à thème, enfin bon, des avant-premières, bref, tout ce que vous connaissez bien sur le vécu de la Bobine, pas quotidien, mais hebdomadaire. Voilà, donc, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais rappelez quand même que, très ancrée dans son territoire, la Bobine organise aussi, avec différents partenaires institutionnels et culturels, un certain nombre d'animations au cours de chaque saison. Alors, fidèle à son slogan, la Bobine reste tout un monde de cinéma, et d'ailleurs tous ceux qui ont acheté le stylo collector, qui est là, n'est-ce pas, certains ont dit il y a une faute, il y a un S à cinéma. Eh bien non, il n'y a pas une faute, il y a bien un S à cinéma, mais tout simplement, c'est tous les cinémas, on a voulu ce slogan,
de tous les continents, de tous les genres, et bien sûr toujours en ville. Et nous avons vraiment fait nôtre cette phrase de la cinéaste Pascale Ferrand que nous avons reçue pour son premier film. Je vous la cite. C'est pourquoi nous proposons, et donc je cite, des films qui, tout en donnant à voir la complexité du monde, allient ambition artistique et plaisir du spectacle. Et aujourd'hui, notre meilleure récompense, c'est un public fidèle. 15 000 spectateurs dans l'année, à chaque saison. Un public enthousiaste aussi, qui nous le dit, bon, parfois critique, et c'est normal, mais souvent enthousiaste, comme en témoignent les messages que nous recevons, et là je lis aussi. Je vous donne juste 2 exemples. Grâce à vous, je peux voir des films magnifiques et originaux qui me donnent plus de vie. J'espère que vous pourrez continuer encore longtemps. Ou encore, bravo et merci de proposer une réelle complémentarité cinématographique à Châlons. Voilà notre aventure. Bien, maintenant je vais laisser 2 amis ensemble, puisque Chantal tient à faire venir un grand ami à elle, quelqu'un qui, paraît-il, mange carnet et broute du Prévert. Donc je laisse à Chantal le soin de continuer. Merci. Ben voilà les bonnes nouvelles. Alors, bon, assez parlé de la bobine. Maintenant, je pense qu'il est temps d'accueillir le bobine. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter NT Bin, notre parrain des 30 ans, qui est présent ce soir, bien sûr, comme ami de longue date de la bobine, mais surtout en sa qualité de commissaire de l'exposition Comédie musicale La joie de vivre du cinéma qui se tient en ce moment à la Philharmonie de Paris, et donc Bin, à qui nous avons confié la carte blanche pour ce 2e temps fort de notre anniversaire. Sa magnifique exposition parisienne connaît un franc succès qui ne se dément pas, et au point qu'ils sont en train de proposer des nocturnes, d'ouvrir plus tôt, voilà, ça ne se dément pas depuis l'inauguration en octobre dernier. D'ailleurs, télévision, radio, magazine en ont largement fait état. Certains d'entre vous l'ont peut-être visité, mais il n'est pas trop tard, elle se termine le 27 janvier. Alors, BIM, d'ailleurs, nous a donné l'autorisation, comme vous l'avez pu le voir, l'autorisation de reprendre le titre de son exposition pour notre anniversaire, pour nos 30 ans. Donc, comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. Ça tombe bien parce que nous espérions un festival gai, coloré, vivant, sympa. Alors, BIM, je vais vous présenter un peu, est un personnage multiple et infatigable dans le monde du cinéma. Il est critique, réalisateur, commissaire d'exposition, enseignant en cinéma à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est animateur de colloques, il est auteur, co-auteur, directeur d'ouvrages, X ouvrages, 3 fois prix du syndicat de la critique française, et j'ai dû en oublier encore des casquettes. Il y a trop de casquettes, j'en ai dit pas mal. Alors, critique, le critique à positif. Critique à positif, membre du comité de rédaction de cette revue. C'est à ce titre qu'il est venu, dès le début, assez souvent, nous présenter animer des soirées avec des réalisateurs, qu'il est venu aussi nous proposer des festivals, Audrey Hepburn dès 1994. Ensuite le Beach, ensuite le Bergman, une soirée à Tomé Goyan, enfin bon, pas mal de choses. Il est venu aussi nous présenter, animer 2 ciné-concerts en nous faisant connaître ton ami Jacques Cambra, le pianiste. Alors, il est aussi réalisateur et tu es venu nous présenter ton documentaire sur Claude Sautet, au cours d'une soirée Claude Sautet, un documentaire intitulé Claude Sautet ou la magie invisible. Et animateur, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as proposé en 1995, dans le cadre du centenaire du cinéma, un colloque sur la couleur, avec le film Pandora. Et la même année,
en décembre 95, tu es revenu animer une table ronde autour de la caméra d'or. Alors pourquoi ça? Parce que tu m'avais soufflé l'idée géniale de contacter Kodak et de faire à Châlons une sorte de relais avec Kodak qui est parrain du prix à Cannes, en faisant tous les ans une soirée spéciale en invitant le réalisateur primé au Festival de Cannes. Cette idée, elle a tenu. Bon, c'était une idée fantastique avec ce partenariat Kodak qui a duré le temps qu'a duré finalement Kodak Châlons et qui nous a permis de recevoir des réalisateurs étrangers, ce qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Une japonaise, vous vous souvenez peut-être, un chinois, 3 iraniens, hongrois, enfin bon, pas mal de réalisateurs étrangers. Alors, commissaire d'expo aussi, beaucoup d'expos, mais je rappellerai celle de Paris Label, consacrée à Prévert. Et dans la foulée de cette expo qui a connu un succès absolument phénoménal à Paris, nous avons organisé 3 jours de festival ciné-poésie pour fêter les 20 ans de la Bobine. Je crois que j'arrive au bout, ce commissaire. Voilà, c'était ça. Et te revoilà pour les 30 ans. Je ne sais pas si tu as compté, mais moi j'ai compté hier. C'est la 11e fois que tu viens. Pas mal. Donc on peut l'applaudir. Alors il a fait une petite allusion, Jean-Luc, tout à l'heure. C'est vrai que si j'ai parlé de ton rayonnement dans le monde du cinéma, je voudrais aussi, je n'oublie pas que c'est aussi l'ami de la Bobine qui est avec nous. Et je souhaite profiter de cette soirée pour te remercier publiquement de toute l'aide que tu m'as apportée tout au long de ces années, et surtout au début, pour les conseils très judicieux. Début à moi qui, quand j'ai accepté, quand j'ai pris cette responsabilité, après le départ de Michel Vernot, très tôt, me sentais pas trop sûre de moi, et pas vraiment sûre non plus d'être à la hauteur de la tâche. Donc voilà, un immense merci à toi pour cette aide. Je suis assez émue quand même, parce que c'est important. Et cette aide continue, puisque tu es déjà en train de travailler à nous aider à organiser le festival de Chef en Lumière qui aura lieu au mois de mars. Mais je te cite, c'est pas fini sans doute, tu as écrit il y a quelque temps, il y a un moment, dans le livre d'or, tant que la Bobine sera disposée à accueillir ma Bobine, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je laisse la parole. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure le film que vous allez voir, parce que vous êtes venu aussi, évidemment, pour assister à une séance de cinéma qui ouvre cette programmation comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. C'est vrai que ça tombe assez bien que ce genre que j'ai toujours défendu, qui avait besoin d'être défendu dans le public cinéphile français, est aujourd'hui subitement à la mode. Donc ça a un peu à voir avec le succès de La La Land il y a à peu près 2 ans de ça, puisque c'était à la suite de ce succès que la Philharmonie de Paris a sorti le dossier que je leur avais laissé à la dernière exposition que j'avais fait chez eux sur musique et cinéma, et que Comédie musicale a le succès dont Chantal vient de parler. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. Très rapidement, avec Chantal, on s'est connus chez des amis, on était tous les deux très jeunes. Notamment, il y avait des soirées de réveillon, je me souviens, enfin c'était une autre époque, hein, c'est les soirées où je ne vous raconte pas ce qu'on ingurgitait avant que je ramène tout le monde en voiture. Donc tout ça c'est fini, je vous jure. Mais par contre, c'est vrai que est née une amitié qui ensuite s'est développée avec... parce que Chantal me parlait de la Bobine. D'abord en tant qu'adhérente, puis que présidente. Et il faut dire que je lui ai demandé, je me rappelle la première fois qu'elle m'a dit le nombre d'adhérents qu'il y avait dans cette association, je lui ai demandé de répéter. Je pensais qu'elle avait rajouté un 0 pour m'impressionner. Mais pas du tout. Et au fil des ans, c'est vrai qu'on se rencontre au Festival de Cannes, non pas pour monter les marches ensemble, je crois qu'on l'a peut-être fait 1 ou 2 fois en des années et des années, mais surtout parce que c'est là que Chantal, non seulement avec son équipe, vient pour
programmer les futures saisons de la bobine, mais aussi rencontrer les réalisateurs en leur parlant, en leur demandant s'ils voudraient bien venir à Châlons. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, la Caméra d'Or et le rayonnement des invités qui venaient à Châlons ont beaucoup fait pour la réputation de la bobine. Mais finalement, maintenant, dans la profession, et je vais vous dire, non seulement en France, dans la France entière, mais aussi à l'étranger, on connaît Chalon-sur-Saône grâce à la bobine, dans le monde du cinéma, parce que, vous savez, ça va très vite. Quand moi, j'ai déjà présenté des films dans certaines villes avec des réalisateurs devant 10 spectateurs, ça m'est déjà arrivé. C'est terrible. C'est terrible pour les gens qui organisent, pour les gens qui se déplacent, et pour les gens qui viennent présenter leurs propres œuvres devant un public clairsemé. Tous les réalisateurs, tous les acteurs, tous les techniciens, les collaborateurs qui sont passés par la bobine s'en souviennent et passent le mot. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus besoin de faire la pub de la bobine dans le monde professionnel du cinéma. On sait que le film, déjà la salle va être pleine, et si ça se trouve, elle va être pleine pendant les 2 séances. Et il y a un lien qui est presque invisible pour les spectateurs quand ils viennent voir les films. Mais ce lien est très fort et qui a été consolidé entre l'association La Bobine et les distributeurs de films, les distributeurs indépendants qui se battent aussi, et c'est pas drôle tous les jours, pour vous offrir la plus vaste offre de cinématographique dans l'arrêt-essai possible. Eh bien, tous les distributeurs en France connaissent l'association La Bobine, parce qu'il s'est avéré assez rapidement, ils s'apercevaient que parfois, en 2 séances à La Bobine, un film indépendant sorti par un distributeur faisait plus d'entrées qu'en pleine programmation à Paris en une semaine. C'est arrivé. Donc, et ça, permettez-moi de vous dire qu'ensuite, ça pèse lorsque Chantal ou ses collaborateurs demandent à des distributeurs des films que tout le monde veut. Et donc, voilà comment se forme le réseau. Alors, maintenant, quelques mots sur le film que vous allez voir. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vu Chantons sous la pluie. Il fallait que je démarre cette programmation par ce film-là, puisque c'est un film qui réunit en fait 2 publics différents. Le public des gens qui aiment les comédies musicales, ils adorent Chantons sous la pluie, c'est souvent leur comédie musicale préférée, et un autre public qui est encore plus important, qui est les gens qui n'aiment pas les comédies musicales. Donc quand on fait l'inclusion des deux, c'est vraiment un film pour tout le monde. C'est un film dont à chaque vision, on redécouvre les choses, on s'aperçoit d'une certaine perfection dans le genre lui-même de la comédie musicale, mais aussi dans ce cinéma hollywoodien qui nous a offert pas mal de chefs-d'œuvre, beaucoup de classiques, énormément de nanars et de séries Z. Eh bien, voilà, c'est un petit peu, je sais que je ne suis pas en train de le survendre, que c'est un petit peu un film parfait, un film idéal, et donc il fallait que ce soit celui-là qui ouvre cette rétrospective. Juste quelques mots sur les gens qui ont participé à la production, à la réalisation de ce film. Il y a une personne essentielle dont le nom n'est pas très connu, sauf des cinéphiles avertis, qui est Arthur Freed. Arthur Freed, c'est le producteur à la MGM des plus grandes comédies musicales des années 40 et 50. Il était très prestigieux, il pouvait engager qui il voulait à les recruter sur la scène de Broadway ou du musical, les talents, les interprètes, les créateurs qui lui permettaient ensuite de produire ces chefs-d'œuvre. Eh bien, ce producteur, en 1952, décide de faire, 1 an après Un Américain à Paris, où il avait utilisé le catalogue des chansons de Gershwin, il fait un autre film, il a le projet de faire un film sur son propre catalogue. Parce que dans les années 20 et 30, Arthur Freed était co-auteur de chansons, c'était un parolier, et notamment son plus grand succès à la fin des années 20 était une chanson qui s'appelait Singing in the Rain. De la même manière qu'il avait demandé à un scénariste de plancher sur un film, sur un scénario à partir du catalogue Gershwin, dont la condition était il faut que ça s'appelle Un Américain à Paris, parce que le poème de Gershwin figurera en bonne place dans ce
scénario, et bien de la même manière, il va demander à Betty Comden et Adolph Green, qui sont les plus grands scénaristes de comédie musicale de l'époque, de finalement imaginer une histoire à partir d'une collection de chansons dont la plus célèbre donnera son titre au film, Singing in the Rain. À partir de là, ces deux scénaristes se sont dit, mais ces chansons ont été presque toutes écrites au moment où la comédie musicale, en tant que genre, naissait à Hollywood. Donc, pourquoi ne pas faire se situer l'action du film au moment où le cinéma devient parlant et surtout chantant à Hollywood, avec cette histoire d'un grand acteur du cinéma muet qui n'arrive pas à se recycler dans le cinéma parlant et qui va peut-être y arriver grâce à ses talents musicaux. Ça vous rappelle quelque chose, évidemment, c'est aussi la trame du film The Artist de Michel Hazanavicius, qui est un hommage non seulement à Hollywood et au cinéma muet, mais aussi à la comédie musicale. Alors, à partir de ce canevas, si vous voulez, il est décidé que le film va être interprété par la nouvelle superstar du cinéma musical hollywoodien, qui est Gene Kelly, qui est celui qui a réussi à rivaliser avec Fred Astaire. Ils se retrouvent tous les deux sous contrat à la MGM. Et Gene Kelly, lui, bien qu'il soit une star, c'est pas d'être une vedette qui l'intéresse le plus, c'est de chorégraphier et de réaliser. Et il a réussi à le faire avec un triomphe en 1949, co-réalisé par son ancien assistant Stanley Donen, et Chantons sous la pluie, le film que vous allez voir, et le deuxième film, mis en scène, co-réalisé par Gene Kelly et Stanley Donen. À leur côté, vous avez Donald O'Connor, qui était une vedette de série B d'une autre compagnie de la Universal, mais qui s'était fait connaître depuis l'adolescence dans les films où il parlait à une mule. C'était Francis et la mule parlante. Et dans quelques comédies musicales à petit budget, ils vont lui donner le rôle de sa vie. Donald O'Connor, qui joue le rôle de Cosmo Brown, le meilleur ami de la vedette Dawn Lockwood, jouée par Gene Kelly. Leur partenaire féminine sera Debbie Reynolds, qui est une toute jeune, elle a 19 ans, elle n'est pas danseuse. Gene Kelly va la soumettre à un régime intensif de cours de danse pour qu'elle puisse être à la hauteur de ses partenaires masculins. Il y a aussi une grande actrice qui va se révéler, une grande actrice comique, qui s'appelle Jean Hagen, qui joue le rôle de la star féminine du muet à la voix impossible, qui va d'ailleurs être la seule interprète du film à être nommée aux Oscars pour l'année 1952. Et puis aussi une danseuse qui, depuis une dizaine d'années, est en train de végéter dans des petits rôles à la MGM, va devenir une star en l'espace d'une séquence. C'est le ballet Broadway Rhythm, et cette danseuse, c'est Syd Harris, avec sa robe verte et sa jambe inoubliable, au bout duquel se tient le chapeau de Gene Kelly. Alors, ensuite, il y aura les festivités, il y aura le gâteau d'anniversaire. Je reprendrai la parole pendant que s'installe le banquet ici, pour que nous parlions peut-être un petit peu, que nous échangions sur le film que vous allez voir, Chantons sous la pluie, qui, depuis quelques années, fait partie, dans tous les sondages réalisés sur les meilleurs films de l'histoire du cinéma auprès des professionnels, des critiques, des journalistes et des cinéastes, fait partie, et c'est la seule comédie musicale qui figure dans ces statistiques-là. Alors, je vous laisse avec plaisir en compagnie de Chantons sous la pluie, et à tout à l'heure pour souffler les bougies ensemble. Sur